Bonjour Chloé, comment tu vas? Bonjour Déborah, écoute, je vais très bien. J'ai passé une vraie nuit, ce qui faisait un moment ce n'était pas arrivé, donc je suis remontée là, c'est bon. Je On, suis, oh, bah. on se capte enfin, on se capte enfin. Ouais, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ça fait au moins une semaine qu'on essaye de faire cette interview et qu'on a à chaque fois des petites choses qui viennent parasiter voilà, nos tentatives. Ouais, les énergies sont assez compliquées en ce moment. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'année dernière, on était au même endroit en vacances toutes les deux et Ouais. qu'on a discuté. Et puis après les vacances, chacune, on a repris notre route. Et il y a quelques mois, je te retrouve en interview sur la chaîne de Silvano Trotta. Et je me dis, mais je la connais, je la connais. Et c'est pour ça, voilà, j'ai décidé de te contacter. Donc, coucou à Silvano, merci Silvano. Merci Stéphano. Voilà, voilà. Alors, Chloé, tu avais parlé justement avec Silvano à propos de ton employeur, comme ça va permettre également que tu te présentes. J'aimerais savoir au niveau de ton employeur, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu as reçu des menaces. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de quoi il en est en fait? Alors, je vais essayer de faire ça rapidement. C'est-à-dire au début décembre, je me fais convoquer sur le champ. J'étais dans l'école et puis il y a quelqu'un qui vient me chercher pour m'amener au bureau du directeur. Et le directeur me lit un courrier qui me signifie en fait un entretien de service. C'est un entretien auquel, disons, à l'issue duquel on est censé avoir une sanction pour quelque chose qu'on aurait fait qui ne va pas. Et du coup, je tombais des nues. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et donc, il n'était pas tout seul, il y avait une personne des RH avec lui. Et, euh, et là, il me lit le courrier et je me dis, mais c'est quoi ce traquenard? Donc là, il évoquait mes propos sur Facebook, le fait que j'interpelle des conseillers d'État, qui sont des gens que je connais, parce que j'ai bossé dans les syndicats il y a quelques années. Puis il y en a un, il était au Terrain Jacob, il était au centre aéré avec moi quand j'étais petite. Bref, je me permets de m'adresser à eux sur Facebook concernant notamment la 5G, pour voir ce qu'ils peuvent faire contre l'installation des antennes et également au sujet du SPMI, le service de protection des mineurs, qui font un peu n'importe quoi en ce moment avec les enfants. Bref, donc voilà, je les interpelle. Et puis, il y avait aussi une mention sur la vidéo que j'ai faite il y a un an à peu près, avec des données sur la monnaie. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça va être ça qui coince. Et puis, le dernier truc, c'était, j'avais rendu hommage à Patrick Donde, qui était l'animateur de la chaîne Méta TV. Donc, c'est Tepa, son pseudo. Et il est mort, en fait, au mois de novembre. Et j'ai fait une petite publication sur lui, parce que j'avais eu la chance d'animer une conférence où il était en janvier 2017. Et donc, ça m'était reproché, donc c'est vraiment incroyable, parce qu'il avait été, moi ça je ne le savais pas, condamné pour négationnisme. Mais en fait, ce qu'on sait, ce qu'on observe, c'est que toutes les personnes qui sont hors du système, qui essaient de dénoncer les abus, les injustices, les irrégularités, les illégalités que commettent les institutions ou les personnes qui sont corrompues, se font taxer systématiquement, presque systématiquement, d'antisémites, de négationnistes, de fachos, d'extrême droite, alors que ça n'a absolument rien à voir et que ça n'est vraiment pas du tout le cas. Mais c'est comme si c'était des, des étiquettes qu'on collait aux personnes qui sont insoumis en fait. Et donc voilà, tout ça pour te dire qu'à la fin de ce courrier que mon directeur m'a lu, il était question, donc il m'a lu la phrase qui disait que les faits susmentionnés étaient susceptibles de mener à une suspension de toute prestation de l'État. Et moi, je suis devenue blanche parce que je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal. Et même en le demandant à mon directeur, il était incapable de me dire. Et en fait, ce que j'ai compris après, en regardant les documents qu'il m'a donnés avec ce courrier, c'est qu'il y avait eu une lettre de la CICAD, donc la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, qui avait interpellé la conseillère d'État, donc ministre de l'Éducation, de l'instruction publique, en disant que Chloé Framery avait fait une vidéo avec Dieudonné, que ça n'allait pas du tout, et que j'étais, soi-disant, j'avais tenté d'importer le mouvement des Gilets jaunes en Suisse, comme si c'était un problème, et puis comme si c'était vrai, alors que c'est basé sur absolument rien. Moi, j'ai fait partie des Gilets jaunes en Suisse, effectivement, mais je n'ai jamais été l'instigatrice de ce mouvement. Et puis, quand bien même, je veux dire, on a fait une chaîne humaine le 31 août, il y a à peu près un an, pour dénoncer les violences policières devant l'ONU. Elle s'est très bien déroulée. Il y avait
quelques milliers de personnes. Et je veux dire, les Gilets jaunes n'ont jamais rien fait de problématique en Suisse. Donc, de toute façon, c'était nul et non avenu, ce genre d'accusation floue. Et puis, suite à ça, alors, la conseillère d'État a dû contacter mon directeur qui m'a ensuite mise en examen quelque part. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un avocat qui est un très bon avocat à Genève, maître Charles Poncet, qui a pris ma défense. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas quel est le verdict de cet entretien de service, auquel je n'ai pas assisté en direct. On a fait des courriers pour montrer l'absurdité des allégations qui me sont adressées, en fait, qui ne sont en fait qu'une suite d'amalgames et de sous-entendus. Puisque j'ai absolument jamais dérogé à mon cahier des charges et à la loi par rapport à mon métier. C'était en plus dans mon espace privé que j'ai publié ces choses-là. Donc, bref, voilà. Donc, pour le moment, c'est en suspens et tu n'en sais pas plus. Hein. D'accord. Okay. Ouais, exactement. Alors, moi, je t'ai contacté pour que tu nous parles de la monnaie, parce que c'est vrai qu'en tant que citoyen, donc, on observe énormément de choses. L'argent liquide est en train de disparaître. Moi, à mon niveau, ce que j'ai observé, c'est, bon, ça date pas d'hier, il y a quelques années, ma banque m'a installé le sans contact sur ma carte bancaire, alors que je n'avais rien demandé. Je précise qu'il est possible de le faire désactiver, bien sûr. Et j'ai observé aussi à la Poste que les machines pour affranchir les timbres avec pièces de monnaie étaient en train de disparaître. Donc, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi est-ce qu'il y a cette disparition de l'argent liquide. Alors, je n'ai pas la raison officielle sous les yeux. Disons que ce que j'observe, c'est comme toi, c'est l'accès de plus en plus restreint au paiement en liquide, en cash. Et effectivement, j'ai été fouiller un petit peu dans les documents qui existent. Et il y a plusieurs alliances, plusieurs mouvements où on retrouve Bill Gates, on retrouve des instances qu'on connaît déjà dans la crise du Covid, qui nous préparent en fait une société sans cash. Il y a en l'occurrence une alliance, un partenariat qui s'appelle Better Than Cash, qui date de 2012 et qui regroupe toute une série d'associations, de sociétés privées et même le secrétariat de l'ONU, Mastercard, Visa, effectivement, ça c'est normal, mais H&M, Unilever, Marks Spencer, Citigroup, on est un peu plus surpris. Bon, Citigroup, c'est une banque d'ailleurs qui est l'une des propriétaires de la Federal Reserve. Mais disons que les autres magasins, les autres sociétés, on se demande ce qu'elles font dans l'histoire. Donc ça, c'est un mouvement qui est mis en place depuis 2012 avec Bill Gates dedans. Il y a également en France un comité qui s'appelle Comité Action Publique 2022, qui a été mis en place par Édouard Philippe pour réduire les dépenses de l'État, donc en 2018, et qui prévoit la fin du cash pour 2020 quand même, et qui préconise, donc je crois que c'est la proposition numéro 16, je ne sais plus si c'est 16 ou 14, il faut que je vérifie. De 2020, tu veux dire 2020, ouais. On y est là. Bah, c'est ça en fait, jusqu'à fin 2020, donc c'est vraiment l'année charnière en fait. Donc, ils expliquent pourquoi c'est important pour l'écologie, pour lutter contre l'évasion fiscale, évidemment, alors que, je rappelle juste, que les gros scandales d'évasion fiscale qu'on a pu observer, qui ont pu éclater dans la presse, se sont totalement faits avec des moyens de monnaie scripturale, avec des virements bancaires, donc pas du tout avec du cash. On a les Panama Papers, les Paradise Papers, les SwissLeaks, les LuxLeaks et j'en passe. Tout ça, c'est des virements avec juste par informatique, quoi, des virements numériques. Donc cet argument ne tient absolument pas la route. Et puis récemment aussi, il y avait eu un article qui disait que le virus, le coronavirus, se transmettait sur les billets, quoi. Non, mais déjà, c'est pas scientifique. Un virus, on ne sait absolument pas s'il peut rester, entre guillemets, en vie, alors qu'on sait qu'il n'est pas vivant déjà. Donc, s'il peut rester actif plusieurs heures sur un support physique, et puis à ce moment-là, alors on ne devrait plus rien toucher du tout si c'était un vrai argument. Tout ça, ce sont des moyens de nous faire accepter, de nous faire intégrer l'idée qu'on va se diriger vers une absence de liquide. Et ça nous permet, disons que ça leur permet
ça leur permettrait, moi je préfère ne pas mettre de futur parce que je ne souhaite pas que cette prédiction se réalise, en tout cas que cette volonté de ces gens-là se réalise, de contrôler en fait tout le monde, puisque les transactions, une fois qu'elles sont numériques, on peut les tracer. Et également, ça obligerait toutes les personnes à avoir un compte en banque. Alors qu'actuellement, on sait très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un compte en banque. Et celles-là, du coup, on se demande ce qui leur arriverait. Est-ce qu'elles seraient laissées sur le carreau? Mais ça veut dire qu'on ne peut plus être indépendant, autonome et libre dans notre choix de transactions qu'on a avec les uns et les autres. Donc, c'est extrêmement dangereux. Il y a le FMI aussi qui avait parlé de ce decashing. C'était en 2017, dans un de ses rapports, la macroéconomie du decashing. Tout ça, j'ai les liens, si tu veux, je pourrais vous les envoyer. Donc oui, c'est une société, ça fait partie, disons, des objectifs de cette élite, enfin, c'est même pas une élite, de cette caste qui veut contrôler la planète. C'est assez fou, ouais. Oui, je rajouterai les liens sous la vidéo. Et donc, effectivement, on nous demande pas notre accord. Bon, bah, ça, c'est pas nouveau, hein, mais effectivement, par exemple, pour avoir mis le sans contact sur la carte bancaire, aucune banque n'a demandé l'avis en fait aux clients. On a été le fait. Et puis, tu m'avais expliqué que s'il y avait eu un référendum, si on avait demandé justement aux citoyens, il n'y en aurait peut-être pas beaucoup qui auraient accepté. Alors, moi, je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas le futur, mais disons que je me pose la question de pourquoi ils n'ont pas soumis cette opération, ce changement de modèle économique, enfin, de financement des particuliers, à au moins une consultation populaire, tu vois. Alors, on a vu en même temps les cartes avec le sans contact. On a vu les caisses, tu sais, automatiques dans lesquelles on peut payer sans contact. Il y a le Twint aussi. Il y a le Apple Pay, le Samsung Pay, le Swatch Pay, où tu sais, tu peux payer avec ta montre ou avec ton téléphone. Il y a une quantité d'accessoires pour payer sans contact pour habituer les gens à ce confort relatif sans leur demander leur avis, mais en leur présentant la chose comme quelque chose d'extrêmement facile, qui facilite leur vie. Et du coup, les gens se laissent prendre au piège. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours aux caissières, je dis non, moi, c'est avec contact. Et c'est avec contact pareil, dans les contacts humains aussi. On veut nous distancier, en fait, hein, à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau électronique, au niveau de nos paiements. Quelle sera la prochaine étape? C'est à nous maintenant de nous réveiller et d'avoir des actions qui sont cohérentes avec nos idées, nos valeurs. Si on veut rester dans la liberté, disons dans la liberté relative, qui s'est quand même assez délitée ces dernières années, et dans la relation humaine, faisons attention aux actes que nous mettons en place et attention à ce qu'on nous impose aussi. Donc, ouais, c'est vraiment, moi j'appelle toujours un réveil des consciences, quoi, à réfléchir à pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est en accord avec nous-mêmes, quoi? C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, avec l'histoire du coronavirus, bah, tout est accéléré. Mais en fait, moi, ce que j'observe, c'est que depuis qu'on est tout petit, on a des croyances qui sont ancrées en nous parce qu'on nous dit touche pas, l'argent c'est sale, attention, il y a plein de microbes. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette histoire de virus, tout est accéléré et en fait, c'est comme si nos croyances remontaient à la surface et il y a plein de gens qui disent « Ah mais oui, c'est vrai, je sais que l'argent c'est sale et qu'il y a plein de microbes, il ne faut plus que je touche l'argent. » Donc, il y a... Est-ce que ça fait partie, excuse-moi, est-ce que ça fait partie d'un plan des autorités qui est mis en place depuis extrêmement, extrêmement longtemps? Alors, c'est ce qu'on peut supposer. Et puis, on a en tout cas la preuve pour l'histoire du Better Than Cash qui date de 2012 en tout cas. Donc, effectivement, il y a des phrases comme ça insidieuses qui sont véhiculées par les médias, par les autorités, qui se répètent, qui ne sont pas forcément argumentées, mais qu'on garde en tête. C'est un peu comme des slogans publicitaires, tu sais, comme les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ça, tu te rappelles, avec la petite musique, on s'en rappelle tous. Donc on intègre ces messages-là malgré nous. Et puis, à des moments, disons, de transition, des moments de choc, comme c'est le cas maintenant avec le Covid-19, ou comme c'est le cas quand il y a des attentats, ou avec la chute des tours du 11 septembre. Bref, tous ces moments nous mettent dans un état de sidération, de peur, dans un état dans lequel on ne réfléchit plus. Et à ce moment-là, les phrases qui ont été instillées pendant des années et qu'on a intégrées malgré nous,
refont surface et sont réactivés avec un simple petit slogan à la télé qui dit ah ben justement, vu que le Covid-19 nous fait peur et nous menace, nous devons arrêter la monnaie papier, la monnaie pièce. Mais en fait, c'est un grand exercice de manipulation. Et après, ben, les gens qui sont conformes, qui sont conformistes, qui obéissent et qui oublient de réfléchir, malheureusement, se laissent piéger. C'est ça, c'est une grande manipulation mentale, c'est incroyable de prendre conscience de ça. Alors, l'autre jour, tu me parlais qu'il souhaite donc une monnaie unique, deux religions uniques ou une religion unique, j'ai pas tout compris. Et tu me parlais aussi de quelque chose qui m'a interpellée. Il souhaite détruire la cellule familiale. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a énormément d'articles qui sortent sur les réseaux pédophiles, des histoires abracadabrantes avec des supermarchés pour enfants, des orphelinats, c'est des choses vraiment horribles. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Et donc, moi, j'aimerais savoir, Chloé, pourquoi, enfin, même si je m'en doute, mais j'aimerais que tu l'expliques, pourquoi est-ce qu'ils veulent défaire la famille, le modèle familial? Alors, comme je te disais, oui, Déborah, en fait, c'est Pierre Hillard qui en parle dans son interview avec Sylvano Trotta récemment. Je ne sais pas si tu l'as regardé, elle est très intéressante. Moi, je vous conseille vraiment de la regarder. Il a étudié les textes, il ne se base pas sur l'intuition, hein, il est vraiment allé en profondeur dans les textes officiels. Et donc, effectivement, il parle d'une monnaie mondiale, de deux religions, de la destruction des familles et d'une gouvernance mondiale, évidemment. La destruction des familles, pourquoi ils le font? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine, et ça c'est de la projection, c'est de l'interprétation pure, mais disons, ce que j'imagine, ce que j'interprète, c'est qu'un individu qui est coupé de ses liens familiaux, de ses racines, est beaucoup plus manipulable que quelqu'un qui reste en lien. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu connais le MK Ultra, c'est un outil d'ingénierie sociale qui a été mis en place il y a plus de 50 ans pour défragmenter, pour détruire en fait la conscience et le cerveau des enfants, des gens, pour qu'ensuite ils soient complètement, ils deviennent comme des robots, qu'on puisse les manipuler, les piloter à distance. Et donc, ouais, voilà, un enfant qui est retiré de sa famille, qui est violé, qui reçoit des sévices, qui est violenté dans tous les sens, ensuite n'a plus aucun repère. Et c'est ce qu'on observe avec, malheureusement, les services de protection des mineurs en Suisse, ou en France, vous appelez, ça s'appelle l'ASE, qui en fait, de plus en plus systématiquement, confie des enfants aux parents qui n'est pas bienveillant. Moi, je suis dans les manifestations des Gilets oranges depuis plus d'1 an. Les Gilets oranges en Suisse, ce sont des individus, des citoyens qui dénoncent les abus des services sociaux, des services de protection des mineurs, qui font ça, donc qui confient l'enfant à des parents, aux parents qui n'est pas bienveillants, et qui parfois les retirent l'enfant des mères qui viennent à la naissance, disons. Moi, j'ai déjà 2 cas comme ça de personnes qui se sont vues retirer leur enfant après la naissance, juste à la maternité. Et aussi qui placent des enfants dans des foyers, d'ailleurs notamment tout à l'heure, là à 15h, on va à une manifestation en vieille ville, 6 rue de l'Hôtel de Ville pour ceux qui sont à Genève, pour dénoncer le placement du petit Enzo qui a été retiré à sa grand-mère, qui était en fait, la grand-mère était famille d'accueil depuis sa naissance, et on lui a retiré, on lui a même pas dit pourquoi. On a été chercher l'enfant à l'école et on l'a mis dans ce foyer depuis plus d'1 mois. Et donc l'enfant, il a 7 ans et il est complètement déboussolé. Et j'ai des camarades, des personnes que je connais qui ont essayé d'aller interviewer Enzo. Ils se sont retrouvés en prison, écoute-moi bien, en garde à vue pendant 2 jours. On ne savait pas où ils étaient parce qu'ils étaient à côté du foyer où était Enzo. On n'a pas eu de nouvelles d'eux. Ils ont été fouillés, mis à poil, enfin le truc humiliant au possible, mis en garde à vue pendant 2 jours. On a aussi Yann Lopez qui a travaillé 30 ans pour la RTS, la radio-télévision suisse romande, qui a dénoncé des cas de pédophilie au sein des cadres de la RTS, qui a été mis 4 mois cette fois en prison préventive parce que, alors nous de nouveau on n'avait pas de nouvelles de lui, parce que, tiens-toi bien, la RTS avait porté plainte en diffamation contre lui
Et donc, il y a eu un procès, mais il n'y a pas eu de conclusion puisqu'il y avait des vices de forme et des choses qui manquaient, les avocats n'étaient pas légitimes, etc. Sans jugement, Jan Lopez a été mis en prison entre octobre et février et personne ne savait où il était. Donc, on est dans ce monde-là. Et puis, alors, comme tu le sais, on a des affaires, effectivement, qui ont éclaté dans la presse mainstream, notamment l'affaire Epstein, l'année dernière, donc, qui hébergeait, donc, qui avait une île avec des jeunes enfants, des jeunes filles, qu'il donnait pour être violées, en fait, par des personnalités connues. Et on a toute la liste, il y a une liste assez conséquente de personnalités qui ont été sur cette île, dont Clinton, dont Naomi Campbell. C'est intéressant de voir tout ça. Et puis, alors, c'est pas le premier dossier qui sort. Hein. Il y a eu l'affaire Pizzagate, il y a eu les fichiers Zandvoort, il y a eu Stan Mayo, là, qui est toujours en prison à Poitiers après son procès qui a eu lieu vendredi 19 juin, vendredi dernier, alors que simplement, il voulait interviewer les victimes de la pédocriminalité. C'est un ancien gendarme qui est devenu lanceur d'alerte et qui est persécuté maintenant par le système judiciaire français. Voilà, donc tous ces réseaux, toutes ces horreurs existent dans notre monde malheureusement et ont a priori pour vocation de détruire la structure familiale et de détruire ses enfants. Oui, et puis il y a l'Obama Gate aussi qui va bientôt arriver. Et c'est incroyable quand les gens vont se rendre compte le nombre impressionnant de stars hollywoodiennes et pas que hollywoodiennes qui sont impliquées dans ces réseaux pédophiles. Et il y a des gens, je sais pas, ils vont faire des arrêts cardiaques. Hein. Enfin, bon, bref. Ouais. Mais enfin, il y a quand même des bonnes nouvelles qui tombent. Je veux dire, il y a des gens qui sont quand même jugés. Il y a Hillary Clinton qui est passée devant la justice, qui a perdu en appel. Et puis, il y a tout aussi. Depuis quelques jours, c'est incroyable, tous ces articles-là qui ressortent sur les réseaux pédophiles. Ça fait froid dans le dos. Voilà. Ben, écoute, Chloé, on va terminer sur une chose positive, si tu veux bien. Donc, j'aimerais avoir ton ressenti et ce que tu pourrais observer si jamais Internet faisait un burn-out. J'aimerais que tu donnes ton ressenti sur ce que tu observerais pour ce nouveau monde. Alors forcément, ça me ferait un petit choc parce qu'en ce moment, j'y suis assez souvent pour m'informer et pour être en connexion avec les personnes. Mais je crois qu'au fond de moi, je serais ravie que l'Internet disparaisse puisque je pourrais me consacrer à des activités beaucoup plus en accord avec ma nature, beaucoup plus calmes, beaucoup plus lentes, voir les gens qui sont à côté de chez moi et inventer un nouveau système de transaction. Pourquoi pas simplement utiliser le don. Tu sais, le don, on se rend des services. Moi, je donne des cours de maths. Quelqu'un qui a un potager me donnera ses carottes et ses fraises. Moi, je crois beaucoup en ce retour à une économie simple, la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi. Et puis, ce que j'apprécierais notamment dans cette fin d'Internet, comment tu as appelé ça lockout, je ne sais plus. Enfin bref, le fait que les autorités, les personnes qui actuellement ont du pouvoir dans ce monde, des personnes comme Bill Gates ou comme George Soros ou comme tellement d'autres milliardaires dont les fortunes n'en finissent pas de gonfler, ne pourraient plus nous tracer, nous contrôler, nous imposer leur vision eugéniste. Et ça, ce serait vraiment un vrai et un beau progrès cette fois. Alors, pensons positif et imaginons les belles choses, créons-les dans notre esprit pour que ça se matérialise. N'oublions pas une chose, la pensée est créatrice. Mais ça, je l'ai observé tellement de fois. Les personnes qui me disent « Ouais, mais de toute façon, ça ne marchera jamais. Ils sont tellement puissants, les gens sont tellement moutons, fermés. » Je dis « Mais déjà, change-toi, tu verras le monde autour, comment il évolue. » Moi, par exemple, je me faisais beaucoup harceler durant les 5 dernières années par des trolls, par des personnes que je dérangeais avec mes alertes. Et puis, depuis cette histoire de Covid, depuis que je fais mes vidéos sur YouTube, j'observe qu'il y a de moins en moins d'attaques, en fait. Ou que je suis, en tout cas, de moins en moins touchée. Et ça, c'est pas les personnes autour qui ont changé, c'est moi.
j'y accorde moins d'importance, je me sens de mieux en mieux, je me sens au bon endroit, alignée avec moi, avec ce que je ressens, avec mes intuitions. Et tant pis pour les autres s'ils ne sont pas heureux, mais qu'ils aillent voir ailleurs et qu'ils construisent leur bonheur différemment. Mais je ne peux pas les sauver. Je suis là pour tout le monde. Mais les insultes, j'en ai pas besoin et du coup, j'en ai moins. Chloé, je te remercie. Merci beaucoup et j'étais ravie de partager ce moment avec toi. Merci Déborah. À bientôt. Hein. À bientôt. Et bisous à Sylvano. Ouais. Ciao.